Alors imaginez un instant qu'il existe deux avenirs financiers possibles. L'un est un chemin semé d'embûches, l'autre mène à la liberté. Aujourd'hui, on va décortiquer un document qui détaille précisément ces deux voies. C'est une histoire de choix, de défis et surtout d'opportunités. D'un côté, on a l'image de l'abondance, de la réussite. De l'autre, un sentiment de désillusion totale, un rêve qui semble s'être brisé. Ces deux images posent une question fondamentale. Sur quelle voie se trouve la majorité des gens ? On va voir ce qui, d'après notre source, sépare vraiment ces deux réalités. Bon, on va commencer par la réalité du plus grand nombre. Le document qu'on analyse se penche d'abord sur la situation financière de ce qu'il appelle les 90% de la population. Premier chiffre, et il est assez parlant. D'après les données présentées, 54% des Américains ne pourraient pas couvrir leurs dépenses quotidiennes pendant 3 mois. Ça veut dire que plus de la moitié de la population vit vraiment sur le fil avec un filet de sécurité minuscule, voire inexistant. Et ça ne s'arrête pas là, hein. Le chiffre suivant est tout aussi préoccupant. 59% des gens ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue de 1 000 $. Il suffit d'imaginer l'impact d'une simple panne de voiture ou d'une facture médicale qui tombe sans prévenir. Et enfin, le chiffre le plus alarmant. La source indique que 24% des Américains n'ont absolument aucune épargne d'urgence. Rien. Autrement dit, rien du tout. C'est une situation de vulnérabilité financière extrême, on s'en doute. Et voilà comment le document met ça en image. D'un côté, on a les 90%, avec des revenus souvent en dessous de 100 000 $, l'obligation de travailler bien après 65 ans, et puis leur argent qui dort sur des produits bancaires à faible rendement. On parle de comptes épargne qui rapportent entre 0 et 3% à peine. Et là, le document pose la question « cash ». C'est une façon de nous faire réfléchir à l'autre option. Alors justement, explorons maintenant l'autre côté du tableau. Cette section, elle, se concentre sur l'objectif ambitieux que le document définit. Atteindre les caractéristiques financières des 10% les plus aisés et au final, la liberté financière. Pour ces 10%, l'objectif est clair. Pouvoir prendre sa retraite à 65 ans et profiter d'une vraie liberté financière. C'est une vie où, en gros, l'argent travaille pour nous et pas l'inverse. Mais alors, comment on y arrive ? Eh bien, le document propose un modèle pour ça, le fameux quadrant du cash flow. L'idée principale, c'est de basculer du côté gauche du quadrant, là où on trouve le revenu actif, comme un employé ou un indépendant qui échange leur temps contre de l'argent, vers le côté droit, où le revenu devient passif, c'est-à-dire en devenant propriétaire d'entreprise ou investisseur. Et ce parcours, il est découpé en 7 étapes bien précises. Ça commence par la simple clarté sur sa situation. On passe ensuite à l'autosuffisance jusqu'à atteindre l'indépendance financière, le moment où les investissements couvrent les dépenses. Et le dernier stade, c'est la richesse abondante. En somme, c'est une sorte de feuille de route, étape par étape, pour atteindre cette liberté. Mais, et c'est un point super important que le document souligne avec cette citation, le plus dur, c'est souvent le changement d'état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de technique, mais de refuser de se contenter d'une vie bonne pour aller chercher quelque chose de grandiose. Bon, on a vu les deux chemins possibles. Mais comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Le document explique que pour y arriver, il faut d'abord vaincre des obstacles financiers bien spécifiques. Et sur ce chemin, il y a 3 gros obstacles, 3 ennemis en quelque sorte. D'abord les impôts, qui bien sûr prennent une grosse partie des revenus. Ensuite, l'inflation et les pertes sur les marchés qui grignotent la valeur de l'argent sans qu'on s'en rende compte. Et puis, peut-être le pire de tous, la procrastination, le fait de toujours remettre à plus tard. Surtout, l'inflation et les pertes, c'est vraiment sournois. Même si on met de l'argent de côté, il n'est jamais à l'abri d'un crash boursier ou de cette érosion lente mais continue du pouvoir d'achat. D'après la source, ces deux forces peuvent complètement torpiller un projet de création de richesse si on ne les gère pas de front. Ok, alors maintenant, comment on fait concrètement ? On va aborder la dernière partie qui se concentre sur les outils financiers que le document recommande pour construire une base solide pour ce voyage. Avant même de penser aux actions ou à l'immobilier, la source insiste sur une idée clé, la fondation financière. L'idée, c'est de penser aux fondations d'une maison. Sans une base vraiment solide, tout ce qu'on construit par-dessus risque de s'effondrer à la première tempête. Et pour le document, cette fondation, elle repose en grande partie sur l'assurance. Alors, le document parle de 2 grands types d'assurance vie. L'assurance temporaire, c'est un peu comme louer un appartement, c'est moins cher, ça couvre pour une période donnée, mais à la fin, il ne reste rien. L'assurance permanente, c'est plus comme acheter sa maison. Ça coûte plus cher au début, mais ça couvre toute la vie et surtout, ça peut prendre de la valeur comme une sorte d'épargne. Et pour illustrer ce potentiel, le document donne un exemple assez parlant. Imaginez, on souscrit une police pour un enfant à sa naissance. On y met 200 $ par mois jusqu'à ses 18 ans. L'investissement total, c'est 43 200 $. Et bien d'après leurs calculs, cette somme pourrait se transformer en plus d'1,5 million de dollars pour sa retraite. C'est une illustration assez dingue de ce que peut être la création de richesse sur plusieurs générations.
Et cette image, elle résume parfaitement l'idée finale. Utiliser les bons outils financiers, au fond, c'est un peu comme planter une graine. C'est prendre soin d'un héritage, le faire grandir pour la génération suivante, pour lui donner un départ dans la vie qu'on n'a peut-être pas eu la chance d'avoir. Et on va se quitter sur cette question. C'est une invitation à réfléchir à l'héritage qu'on est en train de construire. Parce que, peu importe le chemin qu'on choisit, la question de ce qu'on sème pour l'avenir, eh bien c'est peut-être ça, la plus importante. Merci d'avoir suivi cette analyse.